Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une nouvelle série qui s'intitule Club à vos côtés. Vous êtes sur Clubs Experiences et moi je suis Claude Pouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous du contenu en lien sur cette chaîne YouTube, du contenu en lien avec ces thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises et que je m'intéresse au monde des affaires de manière globale. La foi parce que je suis une fervente croyante, je suis une chrétienne évangélique, je suis une femme de foi, une femme de feu. La mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, que j'aime les belles choses, j'aime les choses qui ont de la valeur. Dans tous les sens du terme, j'aime le luxe, j'aime la mode et j'aime surtout l'art de vivre. Voilà. Euh, S'agissant du coup du droit, je l'ai indiqué, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL, Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, ça se voit que je suis très fatiguée. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens du coup dans plusieurs domaines qui sont le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Alors, je l'indiquais tout à l'heure, je débute en fait une nouvelle série de vidéos que je trouvais intéressante de partager avec vous, euh, qui s'intitule Club à vos côtés. Donc, l'objectif en fait, c'est de partager avec vous de manière pratique ce qu'un avocat fait en fonction des situations dans lesquelles ce dernier est amené à intervenir pour vous. Et naturellement, je me base en fait sur mes retours d'expérience tout simplement. Je ne vais pas nécessairement vous parler du détail de ce que j'ai fait dans chaque dossier pour vous parler, pour vous en parler de manière pratique, mais je vous dis de manière globale comment j'interviens dans tel ou tel autre type de dossier. Voilà. Donc, pour que ce soit assez pratique, l'exercice sera un petit peu différent, par exemple du Teach Club où j'essaye de vous donner des bases légales, des choses comme ça. Ici, je vais essayer de rester vraiment pratique en fait pour que même la personne qui n'a pas forcément de connaissances juridiques puisse comprendre ce que j'essaye d'expliquer et l'accompagnement qui est possible de mettre en place en fonction de sa situation. Voilà. Donc, le premier épisode de cette série je suis fatiguée, mais il faut que je le fasse. Voilà. C'est ça la discipline. La discipline, c'est faire ce qu'on a à faire, peu importe le contexte. C'est-à-dire, même si on n'en a pas envie, même si on est fatigué, on s'arrête lorsque c'est terminé, pas lorsqu'on est fatigué. Donc, on se motive et on y va. Donc, je disais que le premier épisode de cette série concerne du coup les mineurs. Donc, pour que mon propos soit structuré, donc je vais vous faire en fait, on va dire, un plan en 2 parties, comme ça sera structuré. Donc, l'accompagnement d'un mineur en matière civile et l'accompagnement d'un mineur en matière pénale. Donc, sans plus tarder, on va passer du coup à la première partie, donc l'accompagnement du mineur en matière civile, donc 2 sous-parties en matière d'assistance éducative et devant le juge aux affaires familiales. Je précise ici à toutes fins utiles que je vais donner beaucoup d'informations, donc naturellement la liste n'est pas complète, donc s'il manque des choses, bah, ça peut arriver, c'est normal. Ça ne veut pas dire que si vous avez un problème qui est lié à si vous avez une question qui est liée à une problématique que j'ai soulevée, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de réponse. Ça voudra juste dire que je n'en ai pas parlé ici. OK. Donc, je disais, l'avocat, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous donne le plan global? Je vais vous donner le plan global et après, je vais dérouler mon propos. Donc, le plan est le suivant. Donc, 2 parties, je l'ai indiqué, le grand 1 en matière civile, le grand 2 en matière pénale. Le grand 1A, donc c'est l'avocat du mineur dans le cadre d'une assistance éducative, le grand 1B, l'avocat du mineur devant le juge aux affaires familiales. Maintenant, le grand 2 en matière pénale, donc on va dire l'assistance du mineur auteur d'une infraction pénale et en grand B, l'avocat du mineur victime d'une infraction pénale. On va y arriver. Allez, 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 on se motive. Donc, comme je le disais, je vais essayer d'être la plus pratique possible pour que vous puissiez me comprendre d'un seul coup, surtout si vous n'avez pas un background juridique. Voilà, c'est ça l'objectif de cet exercice. Donc, assistance éducative, donc ça c'est le A.
On parle d'assistance éducative lorsqu'on se retrouve devant le juge des enfants et le juge des enfants, de manière très simple, le juge des enfants, c'est le juge de l'enfant qui est en danger surtout. Donc, voilà. Donc, lorsque l'enfant est en danger d'une quelconque manière et que l'on s'en rend compte, c'est-à-dire que ce soit les parents, que ce soit l'entourage, que ce soit les services, comment dirais-je, par exemple, au niveau de l'école, que ce soit les médecins, lorsqu'on se rend compte, en fait, soit le juge des enfants est saisi directement, soit le procureur de la République est saisi. Il peut notamment mettre en place directement, par exemple, le placement de l'enfant en urgence en attendant que le juge des enfants soit saisi. En tout cas, le juge des enfants intervient dans ce cadre-là lorsqu'on a une inquiétude par rapport à la santé, à la sécurité d'un enfant et que naturellement les parents derrière ne font pas le nécessaire de manière volontaire et ou involontaire. Voilà, donc il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place par le juge des enfants. Donc il a un panel en fait d'outils qu'il peut exploiter en fonction de la situation, sachant que la configuration malheureusement la plus grave, c'est par exemple lorsqu'il doit y avoir le placement de l'enfant. C'est une durée un peu plus longue que le placement provisoire que le procureur de la République peut mettre en place. Donc le placement de l'enfant va peut-être intervenir auprès des services sociaux ou encore par exemple auprès d'un tiers digne de confiance en fonction de la situation de l'enfant. Maintenant, de manière assez classique, on est plutôt sur une assistance éducative, soit classique, soit une assistance éducative en milieu ouvert. Je ne rentre pas dans les détails de ceci parce que sinon, il y aurait vraiment trop de choses et je vais essayer d'aller droit au but en fait. Donc, l'objectif, comme je l'ai indiqué, c'est de sauver l'enfant qui est en danger. Alors, que fait l'avocat dans ce contexte-là? L'avocat ou Kleb, Kleb qui est moi, lorsque j'interviens du coup auprès de l'enfant dans ce cas-là, donc je rencontre l'enfant, sauf vraiment cas de force majeure, je trouve le moyen de rencontrer l'enfant. L'idée en fait, c'est de pouvoir l'écouter avec ses mots pour savoir qu'est-ce que l'enfant dit, qu'est-ce que l'enfant vit, comment l'enfant se sent. Rassurer l'enfant parce que ce n'est pas quelque chose de très classique ou de très normal que de se retrouver devant un juge. Ça veut dire que l'enfant vit des choses difficiles. C'est important que l'enfant sache qu'il n'est pas seul, qu'il est accompagné par des adultes qui peuvent le comprendre et qui vont faire le maximum pour lui apporter l'aide dont il peut avoir besoin. Donc, je vais analyser le dossier. Dans le cadre de l'assistance éducative, on reçoit souvent les rapports d'assistance éducative quelques jours avant l'audience. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'analyser le dossier, de voir, en fait, dans quel contexte l'enfant est, quelles sont les difficultés. Euh, dans ces conditions, c'est rare que j'échange avec les parents, mais ça peut arriver en fonction de la situation. Ça peut arriver que je puisse échanger avec l'un des parents en fonction de celui qui est disponible. Ça me permet d'avoir the big picture. Parfois, quand l'enfant est déjà placé, parfois ça peut être avec la famille d'accueil. Parfois, lorsqu'on est au palais, on peut échanger avec un éducateur. Mais en tout cas, ça aide en fait à avoir vraiment, comme je dis, the big picture, savoir en fait comment on peut s'orienter. Naturellement, j'assiste aux audiences. J'assiste aux audiences et en fonction de ce qu'il y a eu dans les rapports éducatifs, en fonction de ce que l'enfant a pu me dire, en fonction des retours que j'ai pu avoir des différents adultes, bah forcément, je porte la parole de l'enfant. Ce n'est pas euh, ce n'est pas moi, naturellement, qui conditionne la décision du juge des enfants, mais c'est important qu'un enfant puisse savoir que sa voix sera portée du mieux possible. Après, le juge prendra la décision en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et en fonction de l'état du dossier. Voilà, donc ça, c'était le grand A. Maintenant, le grand B. Le grand B, du coup, l'assistance du mineur devant le juge aux affaires familiales. Donc, par définition, le juge aux affaires familiales, c'est le juge de la famille, c'est le juge qui gère, en fait, les problèmes qui sont liés au fonctionnement de la famille. Dans le cas précis, le juge va très souvent se prononcer, donc dans le cas précis du mineur, le juge va très souvent se prononcer sur la question de l'organisation de la vie de l'enfant. Ça intervient en fait au moment où on a une séparation des parents, donc séparation classique ou alors divorce, et que les parents n'arrivent pas à... En fait, soit on est dans le cadre d'un divorce et ça se gère le, dans le cadre des opérations en fait qui sont liées au divorce, soit on est après divorce, donc c'est une procédure hors divorce et les parents n'arrivent pas à s'accorder sur l'organisation de la vie de l'enfant parce que le fonctionnement de base, c'est que lorsqu'il y a séparation, c'est la voie amiable qui prime dans l'intérêt de l'enfant. Maintenant, si
si les parents n'arrivent pas à s'entendre pour X ou Y raison, c'est là que le juge aux affaires familiales intervient pour trancher, comme je le disais, dans l'intérêt de l'enfant. Le juge, en fait, va se prononcer sur 3 points de manière globale. Donc, la résidence de l'enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et la question de l'autorité parentale. Lorsque moi, j'interviens au soutien des intérêts d'un enfant, ça veut dire que l'enfant mineur, en fait, a souhaité être entendu par le juge. Euh, Partant de là, en fait, en fonction de l'âge qu'il a, donc moi je rencontre naturellement l'enfant, mais maintenant, en fonction de l'âge qu'il a, le juge va décider ou pas de l'entendre parce qu'il faut savoir que le juge prend en compte en fait ce qu'on appelle le discernement de l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a un conflit autour d'un enfant de 6 ans, le juge ne va pas entendre un enfant de 6 ans parce qu'on considère que l'enfant n'a pas encore le discernement. Donc la plupart du temps, et sauf situation exceptionnelle, on sera plutôt autour des 10-12 ans pour pouvoir entendre l'enfant. Donc, ce n'est pas naturellement l'enfant qui décide, mais son avis compte. En fait, plus l'enfant est grand, plus son avis va compter dans l'appréciation globale de la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque je rencontre l'enfant? Donc, pareil, je l'écoute. J'essaye de le rencontrer seul. Je ne l'avais pas dit sur le point précédent, mais c'est valable pour les 2 points. J'essaye de rencontrer l'enfant seul, même si c'est un parent, même si c'est un adulte qui l'accompagne, j'essaie d'abord de le rencontrer seul pour pouvoir en fait établir un lien de confiance, pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir écouter ses mots à lui sur la situation. Donc, une fois en fait que j'ai écouté l'enfant, je lui rappelle naturellement quels sont ses droits. Je lui dis du coup que je suis soumise au secret professionnel, que ce que l'enfant me dit reste entre nous, mais je lui indique quand même que en matière surtout de Joseph Familia, je vais répondre à ces questions, mais très souvent, il y aura une audition de mineur qui sera sollicitée par la suite auprès du juge. Donc, je lui explique quand même que par définition, il va falloir s'expliquer sur ce que l'enfant souhaite communiquer comme information. Donc, c'est mon travail, en fait, de lui expliquer tout ça. Par la suite, j'écris au juge aux affaires familiales pour solliciter une audition. L'audition est faite en fonction des juridictions, soit directement par la juge, là où le juge, soit par une personne en fait d'un service dédié qui va rendre compte au juge. Dans le cas précis là des auditions de mineurs devant le juge, je choisis volontairement de ne pas prendre connaissance de toute la procédure. C'est-à-dire que si il y a un conflit qui est très lourd entre les parents, je fais exprès de ne pas savoir qui a fait quoi à qui a dit quoi pour pouvoir en fait garder mon focus sur l'enfant, sur ce que l'enfant veut, sur comment l'enfant se sent. C'est la technique que moi j'ai mise en place. Au début de mon activité, j'essayais souvent en fait de soit un peu d'échanger après avec le parent qui avait accompagné l'enfant, soit d'essayer de prendre connaissance des conclusions de part et d'autre. Maintenant, je ne le fais plus, je suis concentrée uniquement sur l'enfant et le besoin de l'enfant. Donc, une fois qu'on a sollicité l'audition de l'enfant en fonction de son âge et tout ce que je disais, donc moi j'assiste en fait à l'audition avec l'enfant, histoire de le rassurer, histoire de veiller à ce que ce qu'il m'a indiqué en entretien correspond bien à ce qui lui était, à ce qu'il indique là en audition, même si naturellement il a le droit de changer d'avis, mais c'est plus pour éviter tout ce qui est conflit de loyauté entre les parents ou éventuelle pression que l'enfant aurait pu recevoir entre-temps. Et à la fin, du coup, je fais des observations, mais uniquement s'il y a besoin. La plupart du temps, lorsque peut-être l'enfant est bien préparé, normalement, il n'y a pas besoin puisqu'on lui dit ce qui va être transmis au juge, ce qui va être transmis derrière aux parents, ainsi de suite. Donc, l'enfant est bien préparé. Donc, ainsi se termine la partie numéro 1 sur les questions civiles, donc assistance éducative et devant le juge aux affaires familiales. Donc maintenant, le grand 2, on va dire l'assistance du mineur dans le cadre d'une procédure pénale. Donc 2 sous-parties, un peu comme tout à l'heure. D'abord, l'assistance du mineur auteur d'infraction pénale. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire, sinon ce serait trop lourd et ce serait plus, l'effet ne serait plus le même. Donc, je vais essayer de donner quelques informations comme ça, mais je ne pourrais pas tout dire. Donc, l'assistance, en fait, du mineur peut commencer tant au stade, on va dire, au début de l'enquête, lorsqu'il y a
lorsqu'il y a une infraction qui est commise, forcément, les forces de l'ordre vont débuter en fait une enquête pour savoir voilà, qui a fait quoi, que ce soit en flagrance ou bien par la suite. Partant de là, le mineur qui est impliqué est entendu soit librement, soit dans le cadre d'une garde à vue. La présence d'un avocat, dans tous les cas, est obligatoire. Audition libre, ça, c'est dans le cas où l'enfant est convoqué. L'enfant est libre, il est convoqué en fait avec son représentant légal pour être entendu par rapport aux faits qui pourraient lui être reprochés. La garde à vue, c'est la mesure de contrainte, ça veut dire que l'enfant est retenu en fait, on va dire contre son gré, le temps qu'on puisse l'entendre par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc, le travail de l'avocat, mon travail, c'est de lui expliquer quels sont ses droits, de veiller à ce que ses droits aient été respectés et de lui expliquer un petit peu de quel type de procédure il s'agit, quelles peuvent être les conséquences par rapport à ce que l'enfant aurait fait ou pas, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un travail de communication, rassurer, parfois parler aux parents, ainsi de suite, et naturellement être présent. Après, honnêtement, c'est pas forcément à ce stade-là. Moi, je n'ai pas encore assisté un mineur en gendarmerie ou en commissariat, et puis ça s'est mal passé. Du fait de l'âge de l'enfant, la plupart du temps, honnêtement, ça se passe bien. Ensuite, en fonction des suites, en fait, qu'il y a à donner, s'il y a besoin que l'enfant soit déféré devant un juge des enfants, forcément, l'avocat intervient aussi. Dans tous les cas, un mineur auteur, la présence de l'avocat est obligatoire. C'est juste que l'accompagnement ne sera pas le même en fonction. Donc, déferment, en fait, lorsque l'enfant est présenté devant le juge des enfants, la nouvelle procédure veut en fait que ce soit en 2 temps. Donc, il y a une audience dite de culpabilité. Donc, comme son nom l'indique, est-ce que l'enfant est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés? Et l'audience dite de sanction. Maintenant, dans certains cas, la loi prévoit que les audiences de culpabilité et de sanction soient cumulées lorsque peut-être les faits sont un peu moins graves et qu'on sait déjà un petit peu, le juge est rassurant, on va dire, sur les capacités éducatives de l'enfant, sur l'accompagnement qu'il a, ainsi de suite. C'est vraiment au cas par cas, mais c'est une faculté qui est donnée en fait au juge des enfants, ce n'est pas quelque chose d'automatique. À défaut, 2 audiences distinctes, comme je dis, audience de culpabilité et quelques mois après, audience de sanction. Et entre les deux, des mesures en fait provisoires qui sont mises. La plupart du temps, c'est un accompagnement en fait par les éducateurs pour voilà, des mesures de réparation, ainsi de suite. Donc pareil, je ne rentre pas dans le détail de chaque élément de manière volontaire pour que ce soit pas trop lourd. Maintenant, lorsque nous sommes dans des procédures vraiment beaucoup plus lourdes, notamment tout ce qui est procédure criminelle, naturellement, l'avocat intervient toujours, expliquer à l'enfant en fonction de la gravité de ce qu'il y a, expliquer quelles sont les conséquences lorsqu'il doit y avoir peut-être un placement sous contrôle judiciaire, lorsque malheureusement il y a peut-être un placement en détention provisoire. Bien, surtout, c'est, à mon sens, c'est vraiment ce qui prime dans ce type de procédure où vraiment le mineur est auteur, c'est d'essayer pas de minimiser ce qui se passe, mais expliquer les choses et parfois expliquer aussi aux parents derrière qui paniquent complètement, surtout lorsque les faits sont de plus en plus graves. Donc, expliquer, mettre en avant la pédagogie, faire des observations dans ce sens-là et préparer aussi l'enfant psychologiquement. De plus en plus, malheureusement, on a beaucoup d'effets de nature criminelle qui impliquent des personnes mineures. Il faut pouvoir leur expliquer les choses. Il faut pouvoir leur expliquer des choses qu'ils puissent même si l'objectif, ce n'est pas forcément de trop les effrayer, mais qu'ils comprennent en fait que certains actes qu'on commet de manière un peu légère peuvent avoir des conséquences qui peuvent être lourdes à un moment. Mais il faut qu'ils puissent l'entendre, il faut que le langage soit adapté. Maintenant, dernier point, du coup, le grand B, l'assistance d'un mineur victime d'infraction pénale. Donc, que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle. Le travail ici est différent. L'avocat intervient soit via les parents qui sont les représentants légaux, soit via un mandataire ad hoc qui est désigné. Le mandataire ad hoc, c'est une tierce personne qui est désignée, afin de veiller sur les intérêts de l'enfant. La plupart du temps, ça va être lorsque peut-être il y a un conflit entre l'enfant et le parent. Donc, cas classique, par exemple, un enfant qui est victime, je sais pas moi, peut-être de violences sexuelles, ce genre de choses, ou alors comme dans l'actualité, l'actualité en ce moment, c'est le monsieur,
j'ai oublié son nom, la dame Delphine Jubilard, voilà, donc Cédric Jubilard, qui a été condamné à 30 ans de réclusion, ses enfants, du coup, parce que je crois qu'il y a un fils qui a rédigé un courrier, tout ça. Donc, soit, en fait, il y a une personne tiers de confiance qui a été désignée, soit il y a un mandataire ad hoc qui veille à ce que ses intérêts, en fait, soient assurés, et naturellement, il aura son avocat à lui. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'avocat, je fais dans cette configuration-là? Naturellement, pareil, j'entends l'enfant, puisqu'il va falloir se constituer partie civile. C'est un peu particulier. En fait, le parent se constitue partie civile en qualité de représentant de l'enfant. Maintenant, comme je dis, quand il y a conflit d'intérêts, c'est le mandataire ad hoc, mais c'est l'avocat qui porte la parole de ce beau monde. Donc, constitution de partie civile, je reçois l'enfant, naturellement. Je reçois l'enfant en fonction de la configuration. Je reçois séparément le parent et ou l'administrateur ad hoc afin de, ça sent la fin, hein, afin d'avoir un petit peu le contexte de ce qui s'est passé, pour savoir comment il se sent, qu'est-ce qui a été mis en place pour l'accompagner, et ainsi de suite. Naturellement, on étudie le dossier parce que lorsqu'on est victime, l'idée, en fait, c'est de savoir comment expliquer les choses à l'enfant au-delà de ce qui a pu lui expliquer, voir comment l'enfant va, mais surtout en tant qu'avocat, pouvoir défendre le préjudice qui est le sien et qui doit être réparé. Voilà. Donc, étudier le dossier, évaluer le préjudice en fonction de ce qu'il y a dans le dossier et porter la parole de l'enfant. Porter la parole de l'enfant, le rassurer, accompagner. Voilà, on est vraiment plus dans ce type de démarche-là. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ces questions-là. J'ai essayé de condenser en fait vraiment les choses pour que ce ne soit pas trop long, mais que ce soit le plus pédagogique possible. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'est la fin de ce premier épisode de la série Cleb à vos côtés. Donc, focus accompagnement du mineur dans le cadre du coup d'une procédure pénale ou d'une procédure civile. J'espère que ça vous aura plu. Je vous lis dans les commentaires si vous avez des questions ou des observations, toujours dans le respect, parce que comme je vous le dis, s'il y a manque de respect, il y a blocage. Je vous mets là, si ça vous intéresse, les vignettes des 2 derniers épisodes qui ont été publiés sur cette chaîne. Donc, l'épisode de mercredi dernier, ça c'était Chichen Club, l'épisode numéro 22, je crois. Et l'épisode, du moins la vidéo de samedi dernier. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous, surtout de votre santé mentale. Et dans l'attente d'une autre vidéo, je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.